Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter les principaux résultats d'un article récent portant sur la finance climatique et sur les facteurs qui influent son allocation. Ce travail a été coécrit avec David Dosso et Imen Ghattassi, chercheurs au CEPN, un centre de recherche de l'université Sorbonne Paris-Nord. Alors, avant d'entrer dans les détails des résultats empiriques obtenus dans cette recherche empirique, définissons ce qu'on entend par finance climatique. La finance climatique regroupe l'ensemble des flux financiers qui visent à aider les pays en développement à lutter contre le changement climatique. Si ces flux financiers sont accordés directement par un pays donateur, on parle de finance climatique bilatérale. Si ces flux financiers sont accordés par des organisations internationales, on parle d'aide multilatérale. Dans cet article, dans cette recherche, nous allons nous intéresser essentiellement à la finance climatique bilatérale. Alors en 2009, lors de la COP 15, la conférence des Nations Unies sur le climat à Copenhague, les pays développés se sont engagés à verser 100 milliards de dollars par an aux pays en développement pour les aider à lutter contre le réchauffement climatique. Comme le montre le graphique qui s'affiche actuellement à l'écran, malheureusement, ce montant n'a pas été atteint. Cependant, on constate une nette rupture dans l'évolution de la finance climatique à la suite de la tenue de la COP 15, avec une augmentation très forte des montants alloués à la finance climatique. Alors, ces aides bilatérales visent à aider les pays à s'adapter au changement climatique en finançant des projets. Ces projets peuvent être de type protection des ressources en eau, développement des énergies renouvelables ou construction d'infrastructures résilientes. Ces aides peuvent prendre deux formes différentes, soit des subventions, soit des prêts à des taux préférentiels. Comme le montre le graphique actuellement à l'écran, on voit que la majorité de ces aides, environ 70%, sont accordées sous la forme de prêts. L'objectif de notre étude est de comprendre les facteurs explicatifs de la finance climatique et de vérifier si effectivement les pays les plus vulnérables au choc climatique sont ceux qui reçoivent le plus de finances climatiques. En identifiant les facteurs qui influencent l'allocation de la finance climatique, on pourrait ainsi mieux cibler les pays qui en ont le plus besoin et par conséquent améliorer l'efficacité de la lutte contre le changement climatique. Pour répondre à notre question initiale, à savoir si les pays les plus vulnérables sont ceux qui obtiennent le plus de finances climatiques, nous avons analysé les flux financiers de 140 pays récipiendaires et de 30 pays donateurs sur la période allant de 2000 à 2021. Nous avons utilisé une approche économétrique de type modèle de gravité pour expliquer les déterminants de la finance climatique. Le modèle de gravité est couramment utilisé en économie pour expliquer les flux commerciaux entre pays. Le modèle de gravité repose sur l'idée que les interactions entre les pays sont expliquées par des facteurs de type économique, politique et géographique. Dans notre recherche, nous avons adapté ce modèle à l'analyse des flux de la finance climatique. Nous avons pris en compte les 5 facteurs les plus importants dans ce type de méthodologie: le niveau de revenu du pays récipiendaire, la situation économique du pays donateur, l'intensité des relations économiques et la proximité politique entre pays donateurs et pays récipiendaires, la distance géographique et enfin l'existence de liens historiques entre les deux pays. À ces déterminants traditionnels, nous avons rajouté une variable supplémentaire qui nous permet de répondre à notre problématique initiale, à savoir le degré de vulnérabilité climatique des pays récipiendaires. Se pose maintenant une question de savoir comment est-ce qu'on définit et comment est-ce qu'on mesure la vulnérabilité climatique d'un pays. La notion de vulnérabilité peut se définir comme le risque pour un pays d'être affecté par des chocs exogènes. La vulnérabilité climatique est donc définie par la capacité d'un pays à faire face à des chocs climatiques tels que des grandes inondations, des tempêtes, des feux de forêt à grande échelle. Dans la littérature académique, la notion de vulnérabilité climatique dépend de 3 facteurs. Le premier facteur est l'exposition au choc. Le deuxième facteur est la sensibilité à ces chocs. Et enfin, le troisième facteur est la capacité d'adaptation d'un pays à ces chocs.
Une fois la notion de vulnérabilité climatique définie, on peut revenir maintenant à comment est-ce qu'on peut mesurer cette notion. Alors, il existe dans la littérature un grand nombre de mesures différentes. Dans notre recherche, nous allons utiliser ou nous allons nous inspirer d'une mesure qui a été proposée par l'Université Notre-Dame aux États-Unis, le Notre-Dame Global Adaptation Initiative. Ce choix s'explique pour deux raisons différentes. Tout d'abord, grâce à cet indicateur, nous pouvons étudier un grand nombre de pays sur une période de temps relativement importante. Et deuxième raison, c'est que cet indicateur prend en compte les trois facteurs qui déterminent la vulnérabilité climatique, à savoir l'exposition, la sensibilité et la capacité d'adaptation, ce qui n'est pas le cas des autres indicateurs qui sont disponibles. Cependant, cet indicateur n'est pas exempt de toute critique. L'utilisation directe de cet indicateur dans un travail empirique pose deux problèmes majeurs à notre avis. Le premier problème concerne la corrélation très forte qui existe entre cet indicateur et le niveau de PIB par tête, comme on peut le voir sur le graphique qui s'affiche à l'écran. Sur ce graphique, plus la couleur rouge est foncée et plus le pays est vulnérable au choc climatique. Comme on peut l'observer, les pays les plus vulnérables au choc climatique sont les pays en développement. Cependant, comme le montrent les feux de forêt à grande échelle en Californie ou les inondations en Espagne, on constate que les pays développés sont aussi impactés fortement par les chocs climatiques. La seconde raison concerne l'évolution temporelle de cet indice. Comme le montre le graphique qui s'affiche actuellement à l'écran, l'indicateur décroît dans le temps aussi bien au niveau agrégé, c'est-à-dire pour l'ensemble des pays, que pour des sous-groupes de pays. Ce résultat semble contre-intuitif puisqu'il impliquerait que les pays sont de moins en moins vulnérables au choc climatique alors que les effets du changement climatique sont de plus en plus visibles et présents de nos jours. C'est pour cette raison qu'un des co-auteurs de cette étude, David Dosso, dans le cadre de son travail de doctorat mené à l'université Sorbonne Paris-Nord, a cherché à créer un nouvel indicateur de vulnérabilité en s'inspirant de la méthodologie proposée par Kling et ses co-auteurs dans un article publié dans la revue World Development en 2021. Ce nouvel indicateur montre maintenant une claire tendance à l'augmentation de la vulnérabilité climatique dans le temps, comme on peut le constater sur le graphique qui s'affiche à l'écran, même si les tendances ne sont pas les mêmes pour toutes les régions. Enfin, un autre résultat important obtenu avec ce nouvel indicateur, comme on peut le voir sur le graphique qui s'affiche à l'écran, est une certaine décorrélation entre le niveau de vulnérabilité climatique et le revenu par tête des pays. Même si les pays en développement restent les plus vulnérables au changement climatique, comme on peut le voir avec ce nouvel indicateur, un grand nombre de pays développés sont maintenant beaucoup plus vulnérables au changement climatique. Dans notre recherche, nous allons utiliser ce nouvel indicateur pour étudier les liens entre le montant de finances climatiques reçu par un pays et sa vulnérabilité climatique. Mais avant de vous présenter les principaux résultats obtenus, je voudrais exposer quelques faits stylisés sur la finance climatique. Dans le graphique que nous voyons actuellement à l'écran, nous pouvons observer les 10 donateurs les plus importants. 3 pays se démarquent nettement, le Japon, l'Allemagne et la France, qui sont les 3 plus grands contributeurs à la finance climatique. Les États-Unis viennent en 4e position avec un montant très inférieur à celui des 3 autres pays. Si on analyse la finance climatique par tête, alors la Norvège devient le plus grand contributeur à la finance climatique, suivi par le Japon, l'Allemagne et la France. Au niveau des pays récipiendaires, l'Inde, l'Indonésie, le Bangladesh et les Philippines sont les pays qui ont reçu les montants d'aide les plus importants. Cependant, ce graphique pourrait s'expliquer par un effet taille. Les grands pays reçoivent plus d'aide bilatérale. Si on calcule maintenant la finance climatique reçue par tête, nous constatons que les petits États insulaires sont ceux
qui reçoivent le plus, comme on peut le constater sur le graphique qui s'affiche maintenant à l'écran. Quels sont maintenant les principaux résultats empiriques obtenus dans cette étude? Je voudrais en retenir 4. Le premier résultat concerne la relation entre les liens politiques et la finance climatique. Nous montrons que les liens politiques et économiques jouent un rôle très important dans l'allocation de la finance climatique. Les pays qui ont des relations étroites avec les pays donateurs, qu'il s'agisse des liens coloniaux ou de signature d'accords commerciaux, ont tendance à recevoir plus de finances climatiques. Le deuxième résultat concerne le rôle des intérêts des pays donateurs. Nous montrons que les intérêts du pays donateur ont un rôle primordial dans l'explication de la finance climatique allouée à certains pays. Plus le pays donateur va exporter vers un pays récipiendaire et plus ce pays va recevoir de l'aide. Le troisième résultat concerne le type de financement. Nous montrons que les subventions sont plus souvent allouées à des pays qui ont un PIB par tête faible et une qualité institutionnelle élevée, tandis que les prêts vont être alloués de manière plus récurrente à des pays qui ont signé des accords commerciaux. Notre quatrième résultat concerne l'impact de la vulnérabilité climatique. Nous pourrions penser que les pays qui reçoivent le plus de finances climatiques sont ceux qui sont le plus vulnérables au choc climatique. Notre étude montre que ce n'est pas le cas. Nos résultats économétriques montrent que la variable vulnérabilité climatique n'explique pas le montant de finances climatiques reçu par un pays. Ainsi, un pays ayant un faible PIB par habitant et étant très vulnérable au choc climatique pourrait s'attendre à obtenir un soutien très important de la part de la communauté internationale pour l'aider à faire face au changement climatique. Cependant, nos résultats économétriques montrent que ce pays ne recevrait pas forcément les financements nécessaires, sauf s'il a des liens importants en termes économiques, politiques et historiques avec le pays donateur. En conclusion, notre étude montre que la finance climatique est plus expliquée par des raisons politiques et économiques plutôt que par le degré de vulnérabilité climatique des pays récipiendaires. Les résultats de notre étude ont des implications importantes pour les politiques climatiques internationales. Nos conclusions suggèrent que les mécanismes actuels d'allocation de la finance climatique pourraient être améliorés pour mieux répondre à la vulnérabilité des pays récipiendaires. Par exemple, les pays récipiendaires pourraient améliorer leur cadre institutionnel pour renforcer l'efficacité et améliorer la transparence des montants d'aide reçus. Les pays donateurs, quant à eux, pourraient envisager de fournir plus de subventions aux pays les plus vulnérables pour les aider à financer des projets d'adaptation au changement climatique.